Comme si l'histoire bégayait, c'est encore un de ces anciens ministres qui revendique la victoire. Issa Chiroma Bakari, qui, à coup de procès-verbaux en sa possession, dénonce le vol de son succès. Le pays traverse l'une des crises post-électorales les plus sanglantes de son histoire récente, avec des affrontements et l'intervention de l'armée dans la rue qui tire à balles réelles face aux milliers de manifestants qui ont pris d'assaut les grandes villes, brûlant et saccageant tout sur leur passage, comme on peut le voir sur les milliers de vidéos prises sur le vif qui alimentent les réseaux sociaux. Principale source d'information aujourd'hui, le monde évolue. C'est toute la communauté internationale qui s'inquiète. Faut-il craindre l'embrasement de ce pays, moteur de l'économie de la région Afrique centrale? Petite fièvre post-électorale ou crise durable au Cameroun? Quelle solution pour un retour au calme dans ce pays qui montre de réels signes de division? Nous avions invité sur ce plateau une représentante du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun. Malheureusement, elle a décliné notre sollicitation au dernier moment. Nous sommes donc obligés, à regret, de faire sans. Antoine Glaser, comment vivez-vous cette violence post-électorale au Cameroun? Une énième crise ou une situation plus grave que par le passé? Enfin, je veux dire, moi, c'est le petit blanc des bords de Seine. Hein. Je n'ai pas la science infuse sur le Cameroun. Mais c'est vrai que j'ai suivi ce pays depuis, malheureusement, compte tenu du fait que je suis un ancien, comme on dit. En Afrique, on ne dit pas des vieux, j'adore. Mais j'ai l'impression que c'est une crise qui est très différente des autres, du fait que les anciens comme moi, on se rappelle qu'il y a eu un coup d'État, tentative de coup d'État en 1984 dans ce pays. Et le fait que finalement Issa Chiroma Bakari soit un homme du Nord, qu'il ait rallié un certain nombre d'autres, je veux dire, d'autres régions comme Douala, littoral, on ne peut pas dire que ça soit un conflit nord-sud, par exemple. Et ce qui m'a surtout surpris, c'est comment, ça n'a pas été vraiment relevé, comment il a appelé finalement à une sorte, un renouveau du fédéralisme. Ça veut dire qu'il a tendu la main aux régions anglophones. Et c'est ce qui me fait dire que c'est une crise qui est quand même relativement différente, parce que c'est une crise en même temps qui rappelle le passé, 84. Il y a eu quand même des milliers de gens qui étaient prisonniers. Lui-même a été prisonnier pendant 6 ans avant d'accepter à 3 reprises des portefeuilles ministériels. Et donc, en fait, c'est vrai qu'il s'est déclaré le 25 juin 2025. Hein, il sait pas, mais ça veut dire qu'il s'était préparé. Et je pense que c'est ce qu'il y a vraiment de nouveau. Ça veut dire, c'était assez inattendu finalement, même si quelqu'un de sa région, Bello Bouba Maïgari, s'était aussi prononcé. C'était assez inattendu. Et surtout, on a vu que c'était pas simplement le Nord, le Grand Nord, là où il y a le plus de population, Douala aussi, qui est extrêmement agité actuellement. Et donc, comme c'est quand même une fin de règne, quoi qu'on dise, du président Paul Biya, même s'il a toujours gouverné, moi j'ai toujours été honnêtement fasciné par Paul Biya, parce qu'il a toujours gouverné le pays derrière les rideaux du palais. C'est le président omni-absent, mais il est très fort, parce que lui, il a toujours gouverné avec les secrétaires généraux du ministère. Ça a toujours été un homme de l'appareil d'État, de l'État profond de la Côte d'Ivoire. Et c'est quand même très fort. Il connaît très bien le pays, les rapports de force des uns et des autres. Mais quand même, il ne faut pas oublier qu'il était secrétaire général de la présidence du temps de Amadou Ahidjo, et aussi directeur du cabinet civil. Donc, il y a l'appareil. Ce n'est pas simplement des régions, c'est l'appareil d'État profond. Et la vraie question, c'est comment va réagir cet appareil d'État profond, et en particulier, face à ce qui se passe dans la rue. particulier les forces armées. Alors, Abdelaziz, quel regard vous jetez sur cette situation? On évoquait tout à l'heure la singularité de la crise actuelle. Le Cameroun en a connu des convulsions comme celle-là dans différentes périodes de son histoire. C'était 55, c'était quand les Camerounais aspiraient à une indépendance portée par un parti qui avait un encadrement, une organisation structurée, l'Union des populations du Cameroun, donc les émeutes de 55 qui ont conduit à son interdiction. Puis une période de répression par les Français, les colons français, puis l'administration Ahidjo, jusqu'en 90, où ça reprend avec le 26 mai 90 à Bamenda, avec les 6 morts, une demande très forte de la population pour une démocratisation qui avait déjà été amorcée par Anissa Ekane, Yondo Black, qui avait été emprisonné l'année d'avant. Et qui est emprisonné encore aujourd'hui. Emprisonné aujourd'hui. Et justement, pour la boucle, on va revenir sur Anissa Ekane. Et entre 90 et 2008, il y a eu un passage comme ça où le pouvoir a repris un tout petit peu la main après avoir littéralement perdu l'élection en 92, même si officiellement Biya a été déclaré vainqueur. Et en 2008, on a vu avec la contestation de la modification constitutionnelle des jeunes.
Tiens, les jeunes, c'est 45%, 45 à 50% de la population, entre 15 et 25 ans. Et quand vous voyez dans les rues de Douala, de Touboro, de Menganga, de Garoua, on voit des gens extrêmement jeunes. Et au chômage. Au chômage, parce que, et justement, c'est pour cette raison que la longévité au pouvoir, cette crise-ci est le réceptacle et le syndrome de l'échec, effectivement, qui a été celui du président Biya. Une réussite personnelle, qu'Antoine Glaser pointait tout à l'heure, entre 1962, où il rentre à 29 ans au Cameroun comme chargé de mission, et 82, où il devient président de la République à 49 ans, c'est une réussite personnelle. Et un échec double, puisqu'il a une stratégie de croissance pour l'emploi, un DSCE, qui dit qu'il va réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable et réduire le taux de sous-emploi. C'est-à-dire que tirer les jeunes du secteur informel où ils font des motos pour effectivement des emplois. Mais qu'est-ce qui se passe? Il devient le premier mototaximan, ça c'est son secrétaire général qui le dit, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose qui ne devrait pas être normal pour le normaliser. Normaliser l'écart et écarter la norme. C'est le propos d'un philosophe de Regité Mémoire Mononzana. Et puis maintenant, il y a un opposant qui surgit. Il surgit sur quoi? Sur un travail de conscientisation qui est fait. Maurice Kamto, effectivement, qui pendant 7 ans est un opposant frontal au président Biya, donc qui non seulement éveille les consciences, chauffe les consciences, met un appareil au type UPC qui est organisé, structuré, etc., pour la conquête du pouvoir. Et puis, il y a Issa Chiroma qui sort des rangs en contestant 2 choses. La première, c'est l'obéissance du président de la République. Deuxièmement, il n'arrive pas à voir le président parce que pour lui, son interlocuteur ne doit pas être le premier d'entre eux, le premier ministre John Gouté, ça doit être le président de la République puisque c'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires. Et donc, par conséquent, cette crise, pour terminer sur cette séquence-là, si celui que Anissa Ekane a appelé le provocateur invétéré pensait que on va envoyer le BIR, envoyer les éléments de la gendarmerie et les militaires pour contrer un mouvement, c'est un échec total. Parce qu'il y a un volcan camerounais qui couvait. Il y a un mont Cameroun qui couvait et qui est en train d'exploser. J'ai envie que vous répondiez à la question qui est la mienne, qui est de dire, est-ce que pour vous c'est juste une fièvre comme celle qu'on a connue, que celle que vous venez de citer, ou vous pensez que c'est beaucoup plus profond et que là on entre dans quelque chose qui risque d'être durable? C'est beaucoup plus profond, c'est là d'autant plus que ceux qui gouvernent n'ont pas compris ce pays. C'est-à-dire que vous avez les renseignements territoriaux qui envoient des renseignements pour préserver le pouvoir du président Biya, mais pas pour prendre le pouls de ceux qui subissent le martyre, ceux qui vivent la pauvreté. Et là, on est en train de voir jaillir effectivement ce volcan, ce magma-là qui est en train, mais complètement d'exploser. Et alors quand on regarde les rues, personne n'a envie d'être dans ces rues-là pour l'instant parce que ça va dans tous les sens et on voit des jeunes tomber, on voit des personnes mourir, on voit des violences extrêmement fortes dans ces rues-là. Maître Djemal Taleb, est-ce que vous avez un bilan de ce qui se passe sur le terrain, vous qui avez d'entrée de jeu, avec votre candidat Issa Chiroma, réclamer la victoire? Oui, des chiffres, évidemment, nous remontent et je vais revenir dessus. Mais moi, je suis toujours frappé, en étant non-camerounais, par le mystère du Cameroun, mais aussi le mystère de Biya. Je n'ai jamais vu un candidat à une élection présidentielle qui se déclare vainqueur qu'on ne voit pas. Déjà que pendant la campagne électorale, on ne l'a pas vu. On voit une photo. Et là, il se déclare élu, pas un mot, pas le débit d'une parole, et pas de manifestation de joie, en tout cas de son côté, et on se dit, il en est où? Et donc, évidemment, c'est une situation qui est tout de même assez interpellante. Et donc, naturellement, tous ceux qui connaissent le Cameroun, et sans doute beaucoup mieux que moi, sont évidemment complètement choqués par cette situation. Quant au bilan que vous évoquez, les chiffres qui nous remontent, nous, font état d'une 60aine de morts. Jusqu'à hier soir, le bilan, malheureusement, a dû augmenter. 60aine de morts? C'est les chiffres qui nous remontent depuis hier. Et donc, évidemment, la difficulté majeure, c'est qu'il y a souvent des morts sans cadavre. C'est-à-dire que ceux qui tuent transportent les cadavres. Les fonds disparaissent, on ne les voit pas. Est-ce que c'est de la rumeur ou bien... C'est ce que nous sommes en train de collecter. Nous sommes en train de collecter les photos, les preuves, les familles. Il n'y a pas un mort qui n'a pas de famille, il n'y a pas de mort qui n'a pas de proches. Et donc, c'est ce qu'on est en train de vérifier. Mais comprenez, la situation est aujourd'hui chaotique, les villes sont en quasi-insurrection, et donc tant qu'on n'a pas compris, d'abord, tant qu'on n'a pas eu un peu de recul pour voir un peu les gens, leurs proches, et demander à chacun qui se déclare pour qu'on puisse avoir un bilan approximatif, qui n'est jamais évidemment exhaustif, de la situation telle qu'elle est. Nous le faisons aussi pour tout à fait autre chose. Nous le répétons depuis le début de cette crise. Nous n'allons jamais laisser s'installer l'impunité. Et nous allons évidemment jusqu'au bout aller faire un comptage, chercher les preuves, regrouper à chaque fois ceux qui ont subi des exactions, ceux qui ont perdu des familles, pour que le moment venu, c'est-à-dire le moment très rapide, nous ayons des actions à le faire. Nous sommes déjà sur des procédures actuellement assez importantes pour demander, là où c'est possible, le gel des avoirs de ceux qui donnent des ordres. Avant qu'on arrive à ces extrémités, maître, vous savez bien que d'autres disent que c'est parce que votre candidat s'est déclaré vainqueur au départ qu'il y a des violences dans les rues.
Est-ce que vous ne portez pas aussi une responsabilité dans ce qui est en train de se passer? Alors, je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un qui se déclare vainqueur alors qu'il a la preuve qu'il a gagné, à qui on fait porter une responsabilité de la part de ceux qui ont tué mon candidat, mon client, n'a tué personne, n'a brutalisé personne, n'a même pas appelé à une désobéissance extrême. Il a été pacifique depuis le début, c'est un homme d'État respectable. C'est quelqu'un qui a l'expérience de l'exercice du pouvoir et c'est quelqu'un qui a fait, 7 ans de prison lui-même. C'est-à-dire que depuis le début de cette affaire, il a été d'une mesure exemplaire, salué au demeurant. Mais est-ce que vous avez les éléments? Parce qu'il y a une cour constitutionnelle qui a donné les résultats des élections, qui donne vainqueur le président Biya. Est-ce que vous avez des éléments palpables qui disent que c'est votre candidat qui a gagné? Moi, j'ai beaucoup de respect pour les institutions, quelles qu'elles soient. Et je considère de toute façon qu'il n'y a pas un État viable sans institutions viables. La difficulté, c'est toujours ce que vous faites des institutions. Et donc, le problème, là, aujourd'hui au Cameroun, c'est que les institutions sont instrumentalisées par un pouvoir politique pour ses besoins propres. Et donc, ce qu'on aurait aimé, c'est que, comme nous l'avons fait, que la Cour constitutionnelle nous donne les PV. Elles nous permettent de les vérifier, de les auditer. Mais bien entendu. Et donc, même pas à nous. Nous demandons à ce qu'un organisme indépendant vienne vérifier d'abord nos PV à nous, c'est-à-dire ceux des 18 départements que nous avons choisis, qui représentent 83% du corps électoral et que nous mettons à disposition de tout le monde pour les auditer. Ce que nous aimerions également, c'est que la Cour constitutionnelle ne se cache pas derrière une loi de convenance faite évidemment dans les dessins que nous connaissons aujourd'hui et qu'elle donne à un organisme, pas forcément à nous d'ailleurs si elle le souhaite, à des organismes indépendants, le droit, la latitude d'aller vérifier la régularité et la sincérité des PV et à ce moment-là, on va s'incliner tout de suite. Mais enfin, il n'y a aucun risque qu'on s'incline tellement nous sommes absolument convaincus de notre fait. Pour répondre à votre question, on ne peut pas reprocher à un président élu d'un pays de s'être déclaré élu alors qu'il est face à une forfaiture absolument grave, dangereuse, qui peut mener à un chaos dont le début, malheureusement, est absolument perceptible. Alors, on a les images qui se baladent. La particularité de notre période, c'est qu'on ne peut plus rien cacher. Les morts, on les voit tous les jours, les violences, on les voit, les magasins brûlés, les voitures brûlées, les édifices brûlés. Comment vous pensez que ça va se terminer, ça